Bonjour à toutes et à tous. On part en Espagne, en terre espagnole, on part à Majorque. On va aller rencontrer un Français, un enseignant français qui est devenu coach à la Rafa Nadal Academy. On va échanger sur le monde espagnol, ou en tout cas l'enseignement en Espagne et son rôle au sein de l'académie de Rafa. Et je pense que ça va pouvoir être inspirant et intéressant d'échanger avec lui pour apprendre justement deux choses. Première chose, une chose comment fonctionne là-bas l'enseignement, les formations initiales et continues, et ensuite comment est organisée l'académie de Rafa à Majorque. Allez, c'est parti. Donc du coup, juste une petite présentation personnelle, là, et après on attaque les quatre thèmes. Je vais les rappeler pour tout le monde. Du coup, présentation de toi en tant que joueur, le joueur de tennis avant d'être le coach. Après, ensuite, donc ta présentation en tant que coach, ton parcours, l'avis de prof, ou en tout cas la formation en Espagne, de ce que tu peux m'en dire, de comment est organisé en Espagne les clubs, où on verra quel type de club c'est, et ta vie à l'académie, en rentrant un petit peu plus dans le détail sur la partie U16, parce que, comme tu me l'as dit, tu as une partie un peu spécifique là-dessus. Donc voilà, ça c'est les quatre grands thèmes. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter pour Ouais, tout bien le sûr, monde? carrément. Bah, déjà, merci de me recevoir. C'est super sympa de ta part. Écoute, moi, français de région parisienne, j'ai en tant que joueur, bon, j'étais en région parisienne dans le Val-de-Marne, pour ceux qui connaissent, au Perreux-sur-Marne, à Saint-Maur, Nogent, Joinville, tout le 94. Et j'ai joué au tennis. J'ai commencé la compétition assez tard. J'ai commencé la compétition à 14 ans et j'ai joué 4-5 ans en compétition, donc jusqu'à mes 18 ans. Je suis monté 4-6 au maximum en France à 18 ans. À 16 ans, j'étais 4-6 et je suis resté 4-6 pendant 2 ans. Et puis après, je suis parti. J'ai décidé de passer mon DE tout de suite après mon bac. En fait, j'ai passé mon DE parce que j'avais pas d'autres objectifs à part être dans le sport. Donc ça a toujours été une passion depuis tout petit. Alors pourquoi le tennis? Parce que déjà mon père était il jouait au tennis, mais comme ça. Et puis ça m'a toujours plu. Depuis tout petit, je joue au tennis depuis que j'ai 4 ans. Et puis je me suis lancé là-dedans parce que c'était une passion et que j'ai toujours voulu être dans le sport. Par contre, la compétition, comme je viens pas d'une famille de sportifs, Ouais. du coup, ils savaient pas trop comment ça se passait, etc. Et du coup, c'est moi qui ai découvert tout par moi-même et avec l'aide de mes parents, bien sûr, qui m'ont toujours soutenu. Et ça a été une super expérience de pouvoir être dans le milieu de la compétition de tennis, mais jamais été très bon joueur. J'ai été en seconde série, petite seconde série, tranquille, et puis ça s'est très bien passé. Par contre, depuis que j'ai 17 ans, j'ai commencé le coaching dans un de mes clubs, Ouais. à faire de l'assistant, coaching, etc. Et puis tout de suite à 18 ans, j'ai voulu passer mon DE, donc j'étais très jeune. Je me rappelle en formation, j'ai passé la formation en Seine-et-Marne et j'étais le plus jeune de tous. Et j'ai passé la formation en un an de temps et ça s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup appris sur cette année-là et je me suis fait des bonnes relations grâce au DE, etc. Et puis une fois que j'ai fini mon année de DE, en fait, je suis parti à 19 ans, je suis parti avec ma famille. C'est une décision familiale en fait de partir vivre à l'étranger, à Majorque, justement, là où on est actuellement. C'est une décision familiale et mes parents ont ouvert un restaurant, etc. à Majorque. Et moi, du coup, j'ai suivi, mais j'ai voulu apprendre un petit peu comment ça se passait dans le milieu du tennis, etc. Et quelques années avant, en fait, c'est une histoire familiale, Majorque. Ça fait plus de 40 ans que ma famille vient ici. Et du coup, j'ai quand même pas mal de connaissances sur l'île. On a des connaissances et du coup, je suis parti m'entraîner en fait l'année où je suis venu avec Pedro Clark. Pedro Clark qui est le coach actuel de Casper Ruud, d'accord, qui est 14e mondial actuellement. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram. Des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis. Et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis,
sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Et bon, à l'époque, en fait, Pedro, c'était un ancien joueur qui a été 200 ATP, 230 ATP. Et lui, il a dû arrêter sa carrière aux alentours de ses 26-27 ans, puisqu'il a eu un problème de hanche. Il s'est fait opérer des deux hanches. Et en fait, au moment où on s'est rencontrés, c'est au moment où il a arrêté sa carrière. Et il a arrêté sa carrière de joueur qui aurait pu être plus grande de ce qu'il a fait. Déjà, c'est super d'être 200, mais il aurait pu être plus, je pense. Et du coup, lui, il était dans une période un petit peu de doute et de savoir. Bon. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là. Il a rencontré ma famille et on s'est super bien entendu. Et du coup, je me suis entraîné un petit peu avec lui pendant un an. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a épaulé. Et du coup, au bout d'un an, moi, je suis reparti en fait en France parce que j'ai eu une opportunité pour travailler à l'INSEP. En fait, j'ai eu une opportunité pour travailler à l'INSEP en tant qu'assistant de formation. Et assistant de formation pour les BP, GEPS, AG2F. Bon, c'était la formation à l'époque pour les sportifs là-bas. Et pareil, ça s'est très, très bien passé. Donc, je suis retourné en France et j'ai aidé les sportifs à passer des diplômes d'État, en fait. Les sportifs olympiques, hein. C'est des judokas, des taekwondo, du taekwondo, badminton, boxe aussi. Donc, beaucoup de sportifs de combat. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai eu une super expérience pendant un an. D'être très proche du haut niveau, de tout type de sport, etc. Ça m'a appris beaucoup. Et du coup, j'ai développé beaucoup de choses différentes aussi par rapport par rapport aux aptitudes d'un coach de tennis. Du coup, j'ai pu voir beaucoup de choses et développer mon œil aussi sur d'autres choses. Et ça m'a permis d'évoluer, on va dire, en tant qu'entraîneur. Ça, c'est vachement intéressant quand même. Ouais. L'esprit de vouloir, d'être un bon coach de tennis, je pense que ça va au-delà du tennis, tu vois. Et c'est d'être capable, à travers les autres sports, de trouver des similitudes ou trouver des choses qui fonctionnent peut-être ailleurs pour le transposer chez nous, comprendre des choses grâce à tel autre sport. Tu vois, si ton joueur ou ta joueuse fait tel ou tel sport, peut-être que tu vas justement voir des choses que tu n'avais pas vues au tennis, mais qui vont l'aider justement au tennis. Tu vois. Exactement. Et avant d'être joueur ou une joueuse de tennis de haut niveau, on est quand même tous des athlètes. Tu vois, on est des athlètes quand même. Donc, ah bah oui, il faut, bien sûr. Donc du coup, tu vois, c'est ce que je disais moi. Et j'ai toujours des super contacts avec ces gars. Il y en a qui sont au JO d'ailleurs. Et du coup, quand tu parles avec eux, c'est du haut niveau. Donc eux, ils n'ont pas la chance entre guillemets d'avoir le même sport que le tennis qui leur rapporte beaucoup parce que c'est des mecs avec qui je parle, avec qui je m'entends bien. C'est des mecs s'ils avaient eu un niveau en tennis, ils auraient été top 100, tu vois. Et quand je leur dis, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est trop le tennis, etc. Et quand je leur dis ce que gagne un top 100 dans le tennis, etc., ils se disent, mais c'est un délire, tu vois. Et eux, ils galèrent à trouver des sponsors, ils galèrent à pouvoir vivre de ce qu'ils font. Et ils ont la vingtaine passée, etc. Et c'est pas facile. Et ils viennent beaucoup de quartiers défavorisés. Il y en a beaucoup qui viennent des quartiers défavorisés. Donc, de se retrouver à l'INSEP, c'est exceptionnel pour eux. C'est énorme. Et ils savent les valeurs de ça, en fait. Tu vois. Et c'est aussi ce qui manque un petit peu, de mon avis, ce qui manque peut-être encore un petit peu au tennis français aujourd'hui. Et c'est bon, je pense que je suis pas le seul à partager cet avis. Après, la génération qu'on a eue, des Tsonga, mon fils, etc., c'est une très belle génération. Ils ont fait des très, très bons résultats. Il faut leur donner le respect qu'ils méritent parce qu'au final, ils ont fait une carrière en or. Après, aujourd'hui, la relève, bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça peut faire.
Donc voilà, donc ça c'était jusqu'à ma donc en même temps que bosser à l'INSEP, je bossais aussi dans un club de tennis dans le 15e et et du coup j'en ai profité donc à ce moment-là, au moment où je bossais à l'INSEP, l'académie m'a appelé. Donc Pedro justement en parlant de lui, Pedro m'a appelé et m'a proposé de bosser pour eux l'été en fait l'été suivant, tu vois. Ouais. Et je leur ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je serai là pour un mois, en fait. Donc, je suis parti, j'ai bossé un mois là-bas. Et au bout de 3 jours, le directeur Marc Boris et Joël Figueras, les deux directeurs, m'ont proposé de travailler pour eux à l'année. Et ouais, ça leur avait plu, en fait, de me voir et tout. Et ils ont dit, bon, on a besoin de quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, bah, ça m'intéresse. Sauf que malheureusement, je me suis engagé avec mon club pour passer mon DES. Tu vois? Et du coup, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, l'année prochaine, à la même époque, tu as ton poste. Donc, donc ça, c'était bien, tu vois. Et j'ai dit, OK, très bien, il n'y a pas de problème. Donc, le DES, de base, c'était sur 2 ans. Tu vois, c'était sur 2 ans. Et moi, je suis arrivé au test de sélection au mois de septembre et j'avais 22 ans. Donc, j'étais jeune. Et je suis toujours jeune, hein, mais j'étais jeune, j'étais très jeune par rapport à tous ceux qui passaient les tests de sélection. Tous des mecs qui avaient plus de 30 ans, la trentaine passée. Et, j'arrive et je leur dis, écoutez, c'est très simple. Moi, je me suis inscrit au DES. Je veux faire le DES. Mais par contre, il faut que je le fasse en un an. Et au début, ils m'ont dit, non, c'est compliqué et tout. Tous les gens avec qui je parlais, etc., ils m'ont dit, non, c'est pas possible en un an et tout, tu pourras pas et tout. Je leur ai dit, bah, je suis jeune. J'ai dit, je travaille dans un club parisien. Je leur ai demandé de me retirer des heures pour que je puisse justement faire les 2 jours de formation nécessaires, etc. Je me suis débrouillé pour avoir l'aide d'un autre club, l'ALP, au Péreux et d'un coach, Salam Bakfalouni, qui m'a épaulé aussi à ce moment-là. J'avais mon meilleur pote aussi, Adrien Vazeux, qui était directeur sportif en Bretagne, en Normandie, pardon, dans un club. Et du coup, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai toutes ces ressources-là. J'ai dit, je vais faire le maximum possible, etc., pour le passer. Et ils me disent, ouais, mais on peut pas et tout. Et je leur dis, vous savez, si je peux pas le faire en un an, de toute façon, je ferai que l'année et je m'en irai parce que j'ai une proposition d'emploi pour travailler pour Rafael Nadal. Et là, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, ah bon, et tout, c'est vrai. Je lui ai dit, bah oui, c'est vrai et tout. L'année prochaine, de toute façon, je partirai pour travailler là-bas. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et ils m'ont Et dit, du OK, coup, ça a bon, bah, changé, on essaye. la durée du DES parce que chez nous, en Occitanie, c'est un Ah an oui. le DES. Je sais pas, mais Ouais, je sais ouais, maintenant. Mais ouais. moi, quand je l'ai passé, c'était 2 ans partout, à ce qui paraît. Ah ouais. J'ai demandé et Moi, c'était. j'ai toujours connu un an. Et pourtant, j'ai 28 ans, Ah tu vois. ouais? Ouais, 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 ouais. Bah écoute, je sais pas. Bah, moi, je suis en Île-de-France, hein. Après, ouais, oui, ça je sais va, ça pas. varie suivant les En régions. Île-de-France, c'était 2 ans, tu vois. Donc voilà. Donc après, ils m'ont dit, OK, bon, on Ils ont va dit, te donner de la chance pour le ils faire ont en un dit, an. putain, il y a un mec à Paris. Le mec, il n'a pas le temps de le faire en 2 ans. Allez, tout le monde, toute la France passe à un an. Vous faites pas chier si le mec a pu le faire. Ouais. Ah, je sais pas, mais en tout cas, ils m'ont laissé le faire et bah, je vais pas te mentir, c'était pas si facile Non. l'année du DES. Ouais. Elle était très, très, très intense. Mais ouais, C'est-à-dire que c'est tout ça. Oui. je bossais dans le club, je faisais de l'entraînement aussi sur des joueurs qui étaient 2-6, 3-6 parce que c'est ce qu'ils te demandent, tu vois. Suivre en tournoi aussi un petit peu quand même. Tu es obligé de suivre un petit peu en tournoi. En même temps, on m'a demandé de jouer en équipe dans le club où j'étais licencié parce que c'était aussi la contrepartie pour pouvoir faire les entraînements que je faisais. Et puis bah toute la partie formation. Moi à l'époque, fallait faire des vidéos, fallait faire c'était faire du montage vidéo, tout ça. Moi des trucs que je connaissais pas, etc. Il fallait développer de nouvelles Compétences. nouveaux acquis et nouvelles compétences et du coup bon bah ça l'a fait. Voilà, j'ai passé un an et 3 mois à charbonner quoi. Et ça s'est bien passé au final parce que j'ai fait des très bonnes rencontres aussi. J'ai eu
bons intervenants dans cette formation. Et j'ai appris beaucoup. Mais le meilleur, c'est la suite, quoi. C'est la suite, c'est après le DES, quoi. Donc, le diplôme, c'est le diplôme. Ça s'est très bien passé. Je l'ai eu au mois de septembre. Et alors, en fait, j'ai passé mon diplôme. Je travaillais déjà ici. Parce qu'en fait, je suis venu bosser à partir du mois d'août ici. Et j'ai dû finir mon examen au mois de septembre, le 14 septembre, quelque chose comme ça. T'étais re-rentré. Et donc, j'ai demandé à l'académie et à mon directeur de me laisser revenir en France 4 jours pour finir mon examen. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, etc. Donc, je suis revenu et je l'ai validé. Et puis voilà, je bossais déjà ici, quoi. Et donc, je suis rentré direct après à l'académie. Et là, c'est la partie coach pure. Après, là où j'étais dans le 15e, etc., c'est coach, mais c'est école de tennis, un petit peu de compétition. Voilà, mais ça reste comme dans la majorité des clubs. Voilà, j'étais un coach de club parisien et qui fait sa vie, mais voilà, c'était pas mes ambitions, tu vois, c'était vraiment pas parce que ce que j'ambitionnais et c'était bien. J'ai fait des belles rencontres aussi, c'est ça, mais j'ai saisi l'opportunité. De toute façon, dans ce milieu-là, et j'ai envie de te dire partout, c'est des décisions. La vie, c'est des décisions, donc faut faire des choix et après, il y a différentes possibilités. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont besoin d'être près d'un certain endroit pour quoi que ce soit. Et du coup, c'est difficile de faire le pas aussi de partir. Et puis aussi, faut pas oublier qu'il y a la langue. Il y a la langue et il y a la manière. Toi, tu parles, du coup, vu que vous aviez des antécédents positifs avec Majorque, tu parlais déjà l'espagnol. Ouais. Oui. Totalement, ouais. Oui, totalement. C'était déjà tranquille. Totalement. Moi, je parle espagnol couramment et anglais couramment. Ouais. C'est parfait. Donc, du coup, on va prendre le temps de détailler tout ça dans la partie de l'académie. Mais à la CAD, vous parlez anglais, espagnol ou que espagnol? Ouais. Les deux, hein? Anglais, espagnol. Espagnol. Totalement, ouais. Anglais, espagnol. En gros, c'est très simple. Tu parles. Moi, je parle les 3 langues puisqu'on a quand même quelques Français, quelques joueurs français. J'en ai 2. Et en fait, sur le terrain, la journée, moi, je parle 3 langues. C'est énorme parce que il y a des joueurs qui parlent espagnol, qui sont espagnols ou italiens, etc. Mais ça parle mieux espagnol qu'anglais. Donc, je parle en espagnol. Et la majorité, j'ai envie de te dire, ça reste en anglais quand même. Donc, c'est-à-dire que tu parles quand même en anglais la majorité du temps. Mais il faut savoir que les coachs et les head coachs, etc., c'est que des Espagnols. Donc, du coup, tu parles en espagnol. Les réunions, c'est en espagnol. Les discussions avec Tony, c'est en espagnol. Ou avec Marc, avec Joan, etc., Gabriel, c'est en espagnol. Tu parles en espagnol avec la majorité des coachs et la majorité du temps. Donc ça c'est un j'ai envie de dire, il faut quand même avoir ça de base pour pouvoir travailler en Espagne parce que les Espagnols, ils sont pas forcément super forts en anglais, nous non plus d'ailleurs, mais ils préfèrent parler en espagnol, c'est clair. De toute façon, ils sont chez eux, donc c'est normal. Tu te plies à l'endroit, à la langue et au contexte. Là, c'est que ça parle espagnol, tu vois. Donc, Exactement. Mais après, je pense que même, tu vois, je pense aux profs qui nous écoutent et qui envisagent d'y aller. Ne vous mettez pas des freins avec ça, parce que si vous avez tu arrives. Mais bien sûr. Mais bien sûr, de toute façon, après, l'objectif, c'est aussi de faire des nouvelles expériences, de s'ouvrir, d'être ouvert, justement, et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, moi, je suis parti là-bas, j'ai appris énormément et j'apprends tous les jours. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et justement, le fonctionnement de l'académie été-hiver, c'est pas pareil. Enfin, hiver, je veux dire, hors saison estivale. Parce que tu vois, quand toi, tu y étais allé l'été pour des stages. Alors, c'est comme dans toutes les grosses académies mondiales que tu peux trouver dans le monde entier. Il y a le summer camp. On appelle ça le summer camp. Donc, l'académie, elle a besoin aussi d'avoir cet aspect public, on va dire, où il y a du monde qui vient pour faire tourner parce que on a un hôtel sur place, on a un restaurant, on a une gym, on a une piscine, c'est énorme. Hein. Et puis la nouvelle structure qu'on va avoir, c'est encore pire. C'est exceptionnel. Franchement, tu peux pas rêver mieux pour travailler dans un endroit, et puis tu travailles en extérieur toute l'année, tu vois. Donc, c'est autre chose, c'est une autre qualité de vie, tu vois. Après, oui, donc l'été, c'est 2 mois de summer camp à fond. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir être responsable d'une partie de compétition, on va dire, des joueurs, etc. Donc, il
il y a quand même des joueurs qui restent là tout l'été. Donc, moi, je m'occupe de cette partie-là. Ouais. Et bien sûr, de temps en temps, je fais quand même du summer camp. C'est-à-dire que, en général, tu fais 2 rotations. Tu as ta rotation avec tes joueurs, etc. Et puis, tu fais la rotation avec ça, c'est en été. Et toute l'année, le reste de l'année, donc de septembre à juin, c'est de l'annual programme, on appelle ça. Et c'est des joueurs qui sont là toute l'année, quoi. Donc, ça, c'est spécifique. Et là, tu peux rentrer dans le vif du sujet, on va dire, de l'entraînement, quoi.